Amal, Salut, ça va, Gotham? ça va, Bien, Amal, et toi, tu vas bien, quoi de neuf? bien. Impeccable. Ça se Rien passe de bien le spécial, et toi? confinement? Ça va, ça va. On essaie de continuer à s'entraîner comme on peut, en préparation physique. Ah bah, c'est très bien. Et on soutient la famille, donc ça fait du bien. J'ai vu que tu aides beaucoup dans le Covid aussi, tu distribues un Aussi, peu. C'est bien ça. c'est ça. Tu fais encore ça maintenant? Donc je le ferai aussi ce mercredi. Ok. Donc on va distribuer des masques et des gants et aussi des équipements sportifs à la Fermette à Hâte. Donc c'est une association qui est au service de l'aide à la jeunesse. Mhm. Et donc, il s'occupe des enfants passés par le juge. Et voilà. Ah bah top. Amal, champion du monde, c'est incroyable. En plus, pur 100% belge. Et cela fait plaisir. Ça fait plaisir. Dis-moi une fois un peu, toi, comment c'est où ça? Tes premiers pas au BJJ, comment s'est passé les premiers moments où tu mets ce kimono, ou peut-être sans kimono, comment s'est passé ce premier moment? Donc, c'était. En fait, j'ai commencé juste à l'âge de 7 ans parce que j'étais une enfant très turbulente à l'école. Oh, Et donc, les professeurs avaient conseillé à ma mère de m'inscrire dans un sport de combat pour canaliser toute cette énergie. Et donc, en cherchant, j'ai essayé plein de sports différents, comme la boxe anglaise, taekwondo, karaté. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jujitsu, que j'ai tout de suite accroché parce qu'en fait, je m'y suis tout de suite sentie à ma place. J'étais à l'aise avec la technicité et j'étais aussi à l'aise avec l'implémentation des techniques dans le combat. Et donc, ça me permettait aussi de battre des garçons, ce qui était exceptionnel pour une fille dans un sport de combat. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite aimé. ton club est le Sense Academy. C'est là que tu as fait tes premières armes au Sense Academy, de ceinture blanche jusqu'à ceinture noire. Et il y a une chose curieuse que même tout le monde ne le sait pas, il y a beaucoup de gens le savent aussi, c'est que t'as pas eu un professeur brésilien, ni un professeur américain, ni la famille Gracier. Tu as rien eu comme cela. Tu as eu professeur ici belge 100%, un produit 100% belge. Comment se fait-il? Comment? On est tous curieux, c'est incroyable. C'est une première, En je fait, crois. jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours entraînée dans la même académie avec le même professeur. Donc, je me sens bien encadrée. Donc, mon professeur, qui est un super bon entraîneur, m'aide sur tous les aspects de la performance sportive. Donc, là, c'est technique, stratégique, technique et autres. Mhm. Et donc, tout ça fait que je n'ai pas vraiment besoin de devoir m'entraîner ailleurs, dans une autre équipe, avec un autre coach, ou faire des camps, des stages à l'étranger. Mais je me sens super bien encadrée. Et donc voilà, je n'ai pas spécialement ressenti de besoin, je ne ressens pas du tout de besoin. Je me sens très bien encadrée ici. C'est incroyable parce que généralement, moi, tout ce que j'ai connu, moi, je suivais avant le BJJ à l'époque et j'en ai même pratiqué. J'ai jamais dépassé la ceinture blanche, mais, euh, mais quand j'ai vécu tout ça, enfin, quand j'ai vécu, j'ai vu tous ces amis-là, ils ont toujours eu tous à aller au Brésil ou avoir eu un. Toi, c'est incroyable. C'est vraiment une première dans l'histoire et on en est fiers vraiment d'avoir quelqu'un comme toi parce que tu représentes super bien. Tu peux être une très très belle Merci. ambassadrice. Je crois que tu l'es déjà. Donc, mais dis-moi une fois un peu, tu as été combattre partout dans le monde entier, partout. Tu as fait les championnats du monde, compagnie. Tu as même aujourd'hui encore battu les élites du monde. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment tu... Non, pas aujourd'hui, mais il y a un moment où, quand tu t'es senti en te disant, toi et ton entraîneur, tu t'es dit, ah purée, là, je fais partie de l'élite vraiment. C'est incroyable. C'est à quel moment ça, où tu l'as senti? Donc ça, c'était en 2012. À l'époque, il y avait la FILA, la Fédération de lutte, qui Mhm. avait incorporé les équipes brésiliens sous le nom de Grappling. Et donc, ils organisaient un championnat d'Europe ici à Bruxelles. Et j'ai réussi à avoir une dérogation pour participer en catégorie adulte, puisque j'avais que 16 ans. Et donc là, j'avais participé pour la première fois au championnat d'Europe en catégorie adulte. Et j'ai pu décrocher la médaille d'argent, donc être vice-championne d'Europe. Et c'est là qu'on s'est dit, waouh, en fait, c'est possible. Et que ça m'a donné plus de motivation pour le futur, pour toutes les autres compétitions auxquelles je vais participer.
combien de kilos, généralement? 55. 55. Tu retrouves toujours des grandes. J'ai eu En fait, l'occasion de voir des vidéos, des gens qui sont plus lourds que toi. Explique-moi un peu ça. j'ai fait les championnats du monde. Donc, nous, en fait, ce qui se passe, c'est que je concours sur 3 grandes fédérations, les 3 plus grandes fédérations de Jiu-Jitsu. Et donc, ça fait plusieurs types de champions du monde dans chacune des fédérations chaque fois. Et c'est que j'ai participé aux championnats du monde dans plusieurs catégories différentes. Donc, une année, j'ai fait en 55, une autre année en 62, une autre année en 70. Et puis, au World Games en 2017, j'ai eu l'occasion de participer aux toutes catégories. Donc, on prend les 3 meilleurs de chaque catégorie de poids. On en fait une seule. Et c'est comme ça que je me retrouve en fait, face à des adversaires beaucoup plus grands ou beaucoup plus lourds. En plus, j'ai vu rapidité, explosion, incroyable. Vraiment, j'ai eu l'occasion de regarder quelques combats avant de t'avoir, parce qu'il fallait que je voie un peu. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses un peu du BJJ un peu en Belgique? Est-ce que tu penses qu'il y a assez de compétition, tout? Parce que toi, tu as dû faire pas mal de compétitions. T'as dû commencer par les premières compétitions en Belgique, puis t'as dû t'aventurer en Hollande ou un peu ailleurs. Tu peux un peu m'expliquer, est-ce que c'était pas trop dur non plus au début? Mais je trouve qu'en tout cas aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. Les compétitions en Belgique, il y en a beaucoup. Le niveau belge est super. Donc il y a beaucoup de pratiquants qui arrivent à performer à l'international. Le niveau est vraiment bien. Mais en ce qui me concerne, j'ai dû m'exporter à l'étranger, donc au niveau des compétitions, parce que ici en Belgique, il n'y a pas beaucoup de compétitrices et encore moins des compétitrices de haut niveau. Et c'est ce qui m'a obligée en fait de devoir aller chercher ailleurs pour combattre contre les meilleurs aujourd'hui. Ton meilleur moment en jiu-jitsu brésilien? On va plutôt dire, ouais, ton meilleur moment, peut-être victoire ou quoi que ce soit. Donc, mon meilleur moment, c'est en 2013. J'avais 17 ans. Et donc, c'est l'année où mes parents m'ont offert la participation au championnat du monde, donc à mon tout premier championnat du monde qui se déroulait à Los Angeles. Et donc, ils m'avaient fait une belle surprise en m'annonçant que j'allais y participer. Et donc, ils avaient coupé les billets, etc. Je comprends. Pas de On a été souci. Donc, on disait ton meilleur moment. Donc, tes parents t'ont offert ce cadeau. C'est ça. Donc, ils m'ont offert la surprise en fait, de pouvoir participer au premier championnat du monde. Et pour les remercier, j'y suis allée, j'ai combattu et j'ai remporté l'or. Incroyable, incroyable. Et dis-moi, ton combat le plus dur, où tu dis, ah, celui-là, il était vraiment dur. Et c'était vraiment dur. Donc, c'était en 2013, c'était au World Pro. Et c'était en toute catégorie de poids, encore une fois. Et donc là, j'étais tombée contre Diane, qui est une brésilienne, qui est super lourde. Et donc, le combat était très dur, parce que déjà, elle était beaucoup plus lourde, beaucoup plus forte physiquement. Oh. J'ai dû faire appel à ma technique, à ma stratégie. Et au final, j'ai pu remporter le combat, qui était vraiment, vraiment très dur. Tu l'as remporté comment? Par clé de bras. Par clé de bras. Ah, en plus, par clé de bras. Hein. Et dis-moi encore, en parlant on a parlé des États-Unis là tantôt, le mondial à California, le California Beach, je pense, comment ça s'appelle? As-tu participé ça en tant que ceinture noire ou alors en tant que brune? J'ai pas pu voir ça. J'ai pas pu Donc, bien j'ai vérifier. participé en ceinture bleue, ma première année, en violette, en marron, mais malheureusement pour la noire, il y avait eu l'histoire avec mon père qui avait été refusé d'accès lors de notre voyage aux États-Unis, et donc j'ai pris la décision de ne pas y aller. Ok. Est-ce que ça reste dans ta cible? Donc là, mon père vient de recevoir un visa pour 10 ans, et donc on compte participer au prochain monde. Tout le monde ne le sait pas exactement. C'est quoi exactement cet endroit-là où, en Californie, que tout le monde peut un peu savoir à Long Beach, c'est quoi exactement? Donc l'IBJF, c'est l'une des 3 grandes fédérations auxquelles je participe. Et donc c'est l'une des fédérations les plus reconnues par le monde dessus. Et c'est un endroit légendaire, c'est la Walter Pyramid. Et c'est là où est organisé le championnat du monde. On a réuni des milliers de participants. Et donc j'ai vraiment hâte d'y participer à la prochaine édition. Et c'est quand la prochaine édition?
c'est très difficile à dire. La saison a été mise en stand-by et on attend toujours les nouvelles des fédérations. Eh ben, on a vraiment hâte d'y arriver à ça. J'espère vite qu'elle saura parce que c'est vraiment un endroit où tout le monde a envie de savoir. Dernière petite chose, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces filles qui passent en MMA? Généralement, elles viennent du BJJ, comme il y en a qui viennent du grappling. Et notamment, tu as aussi aidé une fille de l'UFC pour un de ses prochains combats. Tu peux un peu expliquer qu'est-ce que tu en penses du MMA et en même temps ce passage que tu as aidé une fille de l'UFC actuellement? Donc moi, j'avais aidé Véronica Machado, qui est à l'UFC, qui est vénézuélienne. Et donc, elle m'avait contactée pour pouvoir venir s'entraîner avec moi ici à l'académie à Bruxelles. Et donc, je l'ai aidée pendant 3 mois pour essayer de perfectionner sa partie sol, donc sa partie jiu-jitsu brésilien. Et je la trouvais super courageuse parce qu'en matinée, elle allait jusqu'aux Pays-Bas pour s'entraîner en pied-point. Elle revenait à Bruxelles et elle enchaînait avec l'entraînement du jiu-jitsu brésilien. Elle a fait ça pendant 3 mois. Et ensuite, elle est partie aux États-Unis pour participer à l'UFC. Elle était quel niveau elle en BJJ pour toi? Elle était marron, ceinture marron. Et donc, il n'y a pas très longtemps, elle est passée noire. Elle était vraiment bonne. Vraiment. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu pouvais dire d'elle? Parce que vous avez certainement dû lutter en grappling plus, je pense. Non? Ou bien? Maman en kimono qu'on s'est entraîné. Elle a fait les mêmes cours que je faisais, donc le soir. Et c'était sympa, elle était plus rapide parce qu'en fait, elle est une sportive de haut niveau en taekwondo avant. Et donc, elle a une super belle agilité au niveau des jambes. Et ça a été un très bon moment, on a bien partagé. Et surtout, moi, ce que je trouve au niveau des combattants du MMA, je trouve que donc j'ai déjà beaucoup de respect parce que c'est un sport très rude, c'est un sport très difficile, encore plus pour une fille. Et donc, je suis vraiment admirative envers toutes ces filles qui pratiquent des sports à maturité masculine et qui arrivent à se faire une belle place. Et donc, j'ai vraiment respect. Dernière petite chose, c'est vraiment la dernière petite question. Est-ce que tu te vois un jour aller en MMA? Pour l'instant, j'en ai pas l'intention, donc j'y pense pas vraiment. Je suis vraiment focus sur ma carrière de jiu-jitsu brésilien. Mais pourquoi pas dans l'avenir, à l'avenir, si je change d'avis. Écoute, je te le souhaite que le meilleur. D'abord, ce championnat en Californie. Amal, un grand merci, Amal, d'avoir venu et avoir partagé toute ton expérience. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai appris un peu plus à te connaître et j'espère, Inch'Allah, je vais te voir bientôt après un peu ce confinement. J'espère. Merci. Avec grand plaisir et un bonjour à Khalid aussi. Je te remettrai. Au revoir. Hein. Au revoir. Voilà, vous avez découvert Amal. On le souhaite tout le meilleur à Amal et ça m'a fait plaisir d'avoir fait sa connaissance. On va appeler notre Spartan. Spartan. Ah, il est là. Notre Spartan belge. Notre Congolais. Comment va? Ça va et toi, Koukan? Ça va, le cas, tu vas bien? Ouais, tranquille. Hein. Ça fait plaisir de te voir. Et toi, ça se passe? Ça va ton internet? Je vois que c'est un peu bloqué. Ouais, je suis là. Tu me vois ça? Ah, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Moi ici, j'ai dû couper mon IPTV, j'ai dû couper tous les autres networks juste pour pas avoir la surprise. Comment ça va, le cas? Comment ça se passe le confinement? Tu es en Belgique là? Ouais, je suis en Belgique. Et ben écoute, ça va, hein, franchement, un peu d'entraînement, on profite plus de passer du temps en famille, tu vois. Donc voilà, on essaie de garder la forme en s'entraînant comme on peut, malgré que les salles sont fermées, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Dis-moi une fois un peu, Alka, tout le monde te connaît à Bruxelles, tout le monde connaît en Belgique aussi. Combattant, boxe thaï, muay thai, quasi la même chose. Kickboxing, façon hollandaise. Tu fais du MMA aussi. Tu en as déjà pratiqué et tu en pratiques toujours et tu le fais toujours. Alka, où t'as commencé la première fois la boxe thaï? D'où vient? Comment c'est passé? Ben, moi, je viens d'Allemagne à la base. Donc, je suis arrivé en Belgique vers 12 ans, je pense. 11-12. Donc, j'ai commencé ma première secondaire. Donc, je suis arrivé à l'âge de la première secondaire ici en
j'aimais bien ça, tu vois. Et puis, je suis arrivé en Belgique, je m'entraînais avec quelques amis dans une maison de quartier, CEDAS. Et puis, on discutait, je leur ai dit à mes amis à ce moment-là, oui, j'aimerais bien faire la boxe là et tout ça, mais je connais rien, je connais pas de club, je sais pas où aller et tout ça. Et puis, eux, ils m'ont dit, bah écoute, juste au bout de la rue verte, il y a un club. Et c'était le French Gym. C'était le French Gym. Alors, j'ai réfléchi longuement avant d'y aller, parce que dans ma tête, c'était, ouais, les tibias, ils vont me défoncer, ils vont me faire ci, ils vont me faire ça. Et puis, le problème que j'ai eu au début, c'est que j'avais dit à un pote à moi d'aller en même temps que moi. Mais ce pote-là, il n'était jamais prêt. C'était toujours, on y va la semaine prochaine, on y va la semaine prochaine. Et donc, j'ai perdu comme ça, plus ou moins 2 mois et demi, en attendant ce pote, qui au final n'est jamais venu. Donc, j'ai fait mon sac et je me suis dit, bah, je vais aller. Et j'ai atterri au French Gym. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand tu es arrivé, qui étaient ces époques-là encore qui étaient pro à la French Gym? Donc, dès que j'ai poussé la salle, la première personne que j'ai vue, c'était Colorado. C'était Colo. J'ai vu Colo, il était assis à son bureau, comme d'habitude. Et puis, bon, j'ai discuté avec Colo, il m'a introduit à l'équipe. Il y avait les débutants, je voyais qu'enfin les classes D, les débutants et les classes D. Il y avait Faisal, Toufik, Monsef, tous ces mecs-là avec qui j'ai commencé, et ils étaient tous là. Et nous, on s'entraînait d'un côté, et de l'autre côté, il y avait les classes B et A. Il y avait en classe B, il y avait Naïm Daou, il y avait Edgar Nzonga, et en classe A, il y avait Valon, Mohamed Raoui, il y avait Nizar, il était en classe B, et il y avait Yilmaz Demirkabou, Dieu son âme. paix à son âme, à mon grand ami Yilmaz. Et ouais, il y avait eux. Et, mais bon, à cette époque-là, nous, les débutants, on ne pouvait pas s'approcher. On ne pouvait pas s'approcher des classes A. Parce que, voilà, ils étaient trop loin par rapport à nous. Donc, on les admirait de loin. Quand était ton premier combat? Tu te souviens encore de ce premier moment? Très, très bien. Très, très bien. Explique un peu. Écoute, en fait, au French Gym, voilà, j'ai tout de suite montré que j'en voulais. Et que je voulais vraiment passer classe A, je voulais commencer les combats et tout ça. Donc, du coup, Colo, il m'a vite pris en main et il m'a vite emmené vers les sparring avec les classes D, avec les classes C et même avec les classes B pour tester un peu et voir si vraiment j'en voulais, tu vois. Et donc, au bout de 5 mois, 6 mois, comme ça, j'ai fait mon premier combat. Premier combat. Résultat? Si tu regardes le premier round, tu te dis putain, c'est un tueur ce gamin. Tu les as encore ces vidéos? Tu regardes le deuxième, tu te dis waouh, il est magnifique. Mais tu regardes le troisième, tu te dis oh merde, il y a un petit problème de respiration, tu vois. Je manquais de souffle en fait. Je manquais de souffle, et puis le gars il a gagné, mais quand je revois la vidéo, je vois le mec comment il a gagné, je me dis c'est juste pas possible, tu vois. Tu l'as encore la vidéo? Ouais, j'ai encore la vidéo. Il faut la partager celle-là, il faut la partager. Maintenant, à l'heure actuelle, on peut la partager. Généralement, après quelques années, on dit non, c'est quoi, ça je partage pas ça. Non, là, ça va. Là, franchement, tu vois, j'avais un problème de respiration, en fait. C'est pas que j'avais un problème de condition, parce que quand je courais et tout ça, ça allait super bien. Et j'étais même parmi les meilleurs de notre salle ou des autres sportifs avec qui je m'entraînais, tu vois. Mais j'avais un problème de respiration. J'arrivais pas à respirer pendant l'action et comment récupérer juste après avoir fait une attaque, par exemple, tu vois. C'était ça mon plus gros problème. Et puis après, j'ai fait beaucoup de natation. J'ai même pris un maître nageur qui m'a aidé à savoir respirer dans l'eau à l'extérieur. On a fait différents exercices. Et puis, ça m'a beaucoup aidé pour la suite de la carrière. Il y en a plein qui me disent toujours, hein, il y en a plein qui me disent toujours, mais tu connais quelqu'un? Je dis, comment il fait pour avoir ce corps-là comme ça tout le temps? Comment tu peux expliquer ça? Bon, pour l'histoire de ces fameux abdos et compagnie, bon, en fait, quand j'étais tout petit, je devais avoir 10 ans, je pense. Tu vois, je jouais au parc. En Allemagne, je jouais beaucoup au parc et tout ça. Je faisais du basket et tout. Et il y avait des grands qui sont arrivés jouer sur le terrain. Ils avaient, bon, je dis des grands, ils devaient avoir 15-16 ans. Moi, j'en avais 10-11 à cette époque-là, tu vois. Et ils devaient en avoir 15-16 seulement. Mais c'était des monstres. Ils étaient bâtis, mais de dingue, tu vois. Et puis après, bon, évidemment, t'avais toutes les gonzesses. Ouais, ils sont beaux gosses, ils sont baraqués, tout ça, tu vois. Et donc, moi, je me suis dit, putain, ils sont quand même bien. Moi, plus tard, quand je serai grand, il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois baraqué, il faut que je sois comme eux. Et c'était mes modèles, en fait, tu vois. Et puis, j'ai été les trouver. Je fais, les gars, comment vous faites pour être aussi musclé et tout ça? Parce que, bon, il faut savoir qu'à
Ouais. Et donc, ils m'ont dit, écoute, tu fais des pompes, des abdos et des squats. Je veux quoi, c'est tout. Pompe, abdos, squats, je me lève le matin, je fais pompe, abdos, squats, et c'est bon, je fais comme ça. Ils m'ont fait, ouais, tu fais ça tous les jours. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis 12 ans, tu vois. Je faisais des pompes, des abdos, je faisais des pompes, des abdos, des squats, tu vois. Et avec mon frère, mon grand frère qui est juste au-dessus de moi, eh ben, on faisait des concours de squats, genre 500 squats, 1000 squats le samedi, tu vois. Et des pompes, pareil, tu vois. Donc après, c'est plus un jeu. Quand ça devient un jeu, c'est amusant et tu te rends pas compte que tu es en train de travailler, tu vois. Et puis, voilà, et aujourd'hui, on a la recette. Donc maintenant, tout le monde peut savoir comment tu as eu vraiment cette aventure. En parlant de ton grand frère, ton grand frère est un judoka. Ouais, mon tout grand frère, oui. Et dis-moi, il habite au Canada. Ouais. Hein, on en avait déjà une fois eu l'occasion de discuter de ça. En parlant du Canada, il faut savoir que beaucoup de gens, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais il y en a beaucoup qui le savent. Tu as quand même fait tes débuts de MMA au Canada Ouais, et tu es le premier à avoir fait le Bellator exact. en tant que Belge. Tu peux m'un peu expliquer comment tu as découvert un peu ce milieu de MMA, comment ça s'est passé Ben, écoute, et comment tu es arrivé au Bellator? ouais, j'avais un ami ici à Bruxelles qui était dans mon école à Sheridan, tu vois. Et lui, c'est un grand fan de MMA, tu vois. Mhm, Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, Edgar, voilà, j'ai suivi un peu ta carrière en boxe et tout ça. À ce moment-là, j'étais en classe B. mhm. Il m'a dit, j'ai suivi un peu ce que tu fais, c'est bien, franchement, machin. Mais je dis, ça te dirait pas de faire du MMA? Je fais MM quoi? Je dis MM quoi? MMA, il me dit ouais, le sol, machin. Bon, moi, à l'époque, on appelait ça tous l'UFC. Ça te dirait pas de faire de l'UFC? Exact. Et donc, quand il m'a dit MMA, je dis mais de quoi il me parle? Et puis, il m'a expliqué. Et puis, j'ai été checker un peu sur Internet, tu vois, les combattants de l'UFC, un peu l'historique de l'UFC et tout ça. Mais il y avait un truc qui me faisait peur de dingue. C'était le ground and pound. Tu vois, je me disais, moi je suis un boxeur debout, je vais me retrouver au sol, le mec il va me mitrailler avec les poings, tu vois. Et ça me faisait flipper de ouf au début, tu vois. Et donc j'ai dit non, laisse tomber, c'est pas fait pour moi je dois passer professionnel en boxe taille et tout. Tu vois, je me trouvais des excuses. Et puis il arrive un moment, je pense que c'était vers 2010, comme ça. Tu sais, parfois la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et puis à ce moment-là, ça allait pas trop pour moi. Dans ma vie et tout. Et puis je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, c'est peut-être le moment pour que je me casse, que j'aille voir d'autres gens, que je fréquente d'autres personnes, tu vois. Et donc du coup, bah, je me suis dit, j'ai hésité entre la Belgique, enfin entre le Canada et la Thaïlande. Parce que Youssef Bouganem, notre ami, était déjà là-bas, tu vois. Et lui, il m'avait dit, ouais, viens, tu vas voir, tu vas aimer. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Alors, ça n'aurait pas été du MMA. Non, j'aurais pas fait du MMA, tu vois. Et là, je me suis dit, ben, ce MMA, au final, ça me titille un peu, tu vois. Je voulais en savoir plus. Et donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je prends un billet, je vais au Canada. De toute façon, je suis nourri, logé, j'ai mon grand frère qui habite là-bas. Donc, moins de dépenses. Donc, tant mieux pour moi, tu vois. Je peux plus dépenser mon argent pour les entraînements ou pour du matériel, ou quoi que ce soit d'autre, tu vois. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai pris mon billet, je suis parti, je suis allé au Canada. Et la chance que j'avais, c'est que maintenant, grâce à Facebook et tout ça, eh ben, j'étais en Belgique, j'avais déjà des contacts au Canada. J'ai directement fait des recherches sur le club le plus proche de chez mon frère et tout ça. Et donc, même à l'aéroport, quand ils sont venus me chercher, c'était des combattants qui sont venus me chercher directement. Même mon frère, il a halluciné. Il m'a dit, tu viens d'arriver. Et tu connais déjà du monde. Ils viennent te chercher. C'était des combattants. Et du coup, ils m'ont introduit directement à Extreme Couture. Qui est à Toronto. Pardon? Qui était à Toronto. Oui, à Toronto, oui. Voilà, j'étais à Toronto, je suis arrivé à Extreme Couture. Les mecs m'ont vu tout de suite que j'en voulais, parce que je leur ai dit, voilà, je viens faire du MMA. Ils m'ont fait, t'en as déjà fait? Non. Tu fais quoi comme sport? Je fais, ouais, je fais de la boxe taille. Tu veux faire du MMA? Je fais, ouais. Ils m'ont dit, ouais, tu sais quoi, viens au cours des débutants demain. Je dis, ok, bah, je vais pas me la péter, je suis un débutant, tu vois, je suis nulle part. Et je suis allé à ce premier cours. C'était sparring, ça tombait bien, c'était cours de pied-point. Donc voilà, j'ai montré de quoi j'étais capable, bam, 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 directement, ça a interpellé pas mal de coachs qui étaient là, qui regardaient. Et ils m'ont dit, bah, ouais, tu sais quoi, viens au cours des pros parce que t'es bon, t'en veux. Et surtout quand on vient de l'Europe et qu'on montre le bagage pied-point qu'on a aux États-Unis ou au Canada, ils sont... Ouais, ils étaient vite impressionnés. Et à ce moment-là, j'étais qu'en classe B, tu vois. Ils étaient vite impressionnés parce que j'avais un bon pied-point comparé à la plupart des mecs, tu vois.
Et puis là, en pro, je m'entraînais avec Chris Oredeki du REC. Ah oui, oui, je vois. Oh là, celui-là, il a pris des coups, hein, lui. Je Hein. m'entraînais avec eux. Il a pris des Je coups. m'entraînais avec eux, ils étaient bons, ils étaient déjà pros dans une grosse organisation, tu vois. À l'IFL, il avait boxé, lui. Je me souviens bien. À IFL, c'était une organisation avec le team, là. Ouais. Et voilà, je m'entraînais avec ces mecs-là. Et puis, je me suis dit, enfin, mon manager, j'avais trouvé un manager qui a voulu s'occuper de moi. Il m'a invité à un événement parce que j'ai dit que je voulais combattre. Mais il me disait, bah voilà, il te manque encore de l'entraînement. Mais moi, j'ai dit, non, moi, je suis venu ici, j'ai envie de combattre. Et du coup, on a été voir un événement. Et j'ai trouvé les mecs bof. Tu vois, c'était un petit événement, pas trop grand. Mais j'ai dit, bah voilà, si ces mecs-là peuvent boxer en pro, alors moi aussi, je peux boxer en pro, tu vois. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, on va te prendre un de ces mecs-là, tu vas le boxer. Et voilà, on a été, donc 2-3 semaines après, j'en ai boxé un, j'ai gagné mon premier combat. Et puis, bon, ça a impressionné pas mal de gens ont voulu prendre contact avec nous. On a fait le deuxième combat, c'est fait genre un mois après. Mais là, j'ai bien commencé mon combat, je maîtrisais le mec en pied-point, mais il m'a eu en clé de bras. Je connaissais pas la défense de la clé de bras. J'avais dû la voir, mais je l'avais pas encore assimilée. Donc j'ai perdu par clé de bras ce deuxième combat. Et tu n'avais jamais fait de BJJ, même quand tu étais là-bas? J'avais fait un peu de sol pour préparer les combats, mais je veux dire, c'était pas assez. Et puis à ce moment-là, j'étais un peu fermé, on va dire, au niveau du sol. Tu vois, j'étais un peu fermé. J'écoutais, je faisais les entraînements, mais je n'assimilais pas comme il fallait. Et je faisais plus de lutte. Je préférais la lutte parce que c'était plus explosif. J'aimais les échauffements de la lutte. Il fallait se rouler par terre, il fallait remonter, il fallait tout ça. C'était beaucoup plus actif. Et donc, du coup, j'ai plus fait de la lutte que du BJJ, tu vois. Après, tu as la proposition de combattre au Bellator. Ouais. Tu vas t'entraîner au Tristar, qui est l'endroit où Georges Saint-Pierre combat, où tu as plein de bons combattants qui sont encore actuellement là-bas. Dis-moi un peu ton impression de Bellator. Tu connaissais déjà à ce moment-là ou tu connaissais pas? Tu connaissais déjà ton impression Bellator et plus tes entraînements, tes impressions Bellator, les débuts du Bellator et ces entraînements de Tristar. Comment c'est passé? Est-ce que ça t'a donné beaucoup de bénéfices? Ah ouais, le Tristar en fait c'était super. Dès que je suis arrivé là-bas, Georges Saint-Pierre, je me souviendrai toujours, je suis arrivé dans la salle, Georges Saint-Pierre faisait ses abdos, il me voit. Il se retourne, il se dit, mais t'es qui toi? Il m'a dit, t'es qui? Ouais, je dis, ouais, je m'appelle Alka et tout, machin. Mais heureusement, il y avait Francis Carmont. Francis Carmont, qui est un Français, lui m'avait vu boxer en boxe-taille en France. Et donc, du coup, il me dit, mais toi, je te connais. T'as boxé contre un tel de chez moi. Je fais, ouais, oui, j'ai boxé celui-là. Donc, le contact, il est vite passé. Et genre, c'était un mec. Il est juste génial, ce mec, tu vois. Il n'y a pas eu... En fait, il est gentil, Francis Carmont. Et c'est comme si que les mecs qui étaient là-bas, je les connaissais depuis toujours. Ils m'ont directement pris pour les entraînements. Viens, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et il y avait surtout la personne qui m'a vraiment pris en main, c'était Moïse Rimbaud. Ah ouais. Moïse, le français, il m'a vu, il m'a dit, voilà, toi t'en veux, viens. Ok, demain tu viens avec moi faire du physique. On partait chez l'un des plus gros entraîneurs qui entraîne tous les mecs du hockey, de l'UFC, d'ailleurs, le préparateur physique Jonathan Chamberg. Et donc, directement, il m'a emmené là-bas. Et puis là, c'était la même chose. John, il m'a vu physiquement et il s'est dit, bon, là, on va bosser, quoi, tu vois. Le mec, il est là, il est motivé. Ils m'ont pris en main, ils m'ont préparé pour ce combat Bellator. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas venir avec moi le jour du combat parce qu'eux avaient d'autres programmes, tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'ai été faire ce combat au Bellator avec des mecs qui étaient chez Extreme Couture. Et donc, je pense que ça a aussi joué dans le coaching, dans la manière dont j'ai combattu ce jour-là, parce qu'ils n'étaient pas là lors de ma préparation, tu vois. Donc, je pense que ça a pas mal joué. Ouais. De toute façon, tout ça, c'est des belles expériences. Tu les as vécues et aujourd'hui, toutes ces expériences-là t'as amené à être encore dans le MMA puisque tu continues toujours dans le MMA. Parlons un peu vite de ce passage. Tu quittes le Canada, tu reviens, tu pars en Thaïlande et tu fais une aventure en Thaïlande. Tu restes habité en Thaïlande. Tu rencontres des Thaïlandais là-bas. Tu rencontres quand même des noms comme Sayok, il y avait 3 encore noms. Sayok, Sakorn, Super X, Don Chanlek. Tu les as rencontrés.
toi qui les as rencontrés et que tu as rencontré aussi tous ces Européens, que ce soit en Belgique ou que ce soit international, explique-moi un peu la différence entre ce combat contre eux et contre ce que tu as fait en Europe. Comment tu penses ces Thaïlandais-là? La boxe thaï qu'on pratique en Europe, on va dire plutôt chez nous, en France, Hollande et tout ça, en Belgique, pardon, chez nous en Belgique, elle est différente de la boxe thaï déjà thaïlandaise, tu vois, parce que bon, le pays de la boxe thaï, c'est là-bas que c'est né, les règles sont différentes, la pratique est différente, tu vois. Les Français, ça se rapproche déjà plus à la boxe thaï qu'on pratique en Thaïlande, parce que les Français, depuis toujours, ont l'habitude d'aller en Thaïlande, ils ont l'habitude de s'entraîner là-bas, tu vois. Donc du coup, ils ont vraiment adopté le style thaïlandais. Contrairement à nous, les Belges, qui sommes proches de la Hollande, on a plus le style K1. Ouais. Le style K1, parce qu'on est proche de la Hollande, tu vois. Et donc, à boxer ces mecs-là, au début, j'étais un peu perturbé, parce que j'avais pas le style thaï, j'avais un corps à corps de base, mes coudes, je les avais jamais employés, à part là-bas, donc j'appréhendais un peu les coudes. Au début, ça me stressait, tu vois. Je me disais, ils vont m'ouvrir, ils vont me toucher là, ils vont me faire ci, ils vont me faire ça. Donc, j'étais pas toujours à 100% dans le combat, dans les premiers combats que j'ai fait en Thaïlande. Et après, c'est pour ça que j'avais décidé de m'installer là-bas avec ma femme. On est resté là-bas, on s'est entraîné là-bas pendant longtemps. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'avais adopté le style thaï. On faisait que ça, corps à corps, coude, tout. Et ça m'a permis après de remporter pas mal de combats là-bas et puis de boxer énormément en Chine. En Chine, c'était super bien payé, j'avais de bons contacts en Chine, donc j'allais souvent boxer en Chine. D'ailleurs, tu as même fait du MMA encore en Chine aussi? Ouais, voilà. Quand ils ont vu que j'avais boxé au Bellator, justement, ils m'ont proposé un combat en Chine, en MMA, et que j'ai gagné haut la main par KO. Par la même occasion, tu as été aussi en Russie combattre aussi en MMA? Ouais, j'ai été aussi en Russie combattre avec Gaetano Pirelli. Qui était mon homme de coin ce jour-là. On avait fait une super prestation aussi. J'ai gagné par KO à la deuxième reprise aussi. Tu es revenu en Belgique maintenant. Tu as fait un peu le tour de tout. Tu as boxé partout, même au Glory 3. Tu as aussi boxé en Italie. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu te focuses plus sur quoi? Il y a des combats encore boxe thaï prévus. Tu as fait un peu d'anglaise aussi. Où ça en est pour le moment? Il y a eu des combats annulés aussi, je pense. Ouais, énormément de combats annulés ici avec ce Covid-19. Où je devais boxer ici le 25 avril en boxe anglaise. Ça va être mon troisième combat en boxe anglaise. En fait, j'ai fait l'anglaise juste pour améliorer mes points et pour goûter à de nouvelles sensations, tu vois. Ouais. Et voilà, là, je voulais refaire un combat et malheureusement, c'est annulé. Au mois de mai, j'avais un autre combat en boxe thaï cette fois-ci qui a été annulé. Et je devais avoir un combat normalement vers mi-juillet en MMA, aussi annulé forcément. Tout le monde ne le sait pas, mais Arès te voulait aussi. Qui ça? Arès. Ah, oui. Arès te voulait aussi, mais il y avait trop de dates, il y avait trop de combats aussi que tu avais pris, que tu avais planifié. Donc, il y avait pas mal de combats. Il y avait vraiment pas mal de combats. Aujourd'hui, tu te focalises plus en MMA ou bien alors tu dis non, je vais en faire encore un ou deux ou je vais faire encore plus de boxe thaï? C'est quoi aujourd'hui à l'heure actuelle? Je me focalise plus sur le MMA, donc je travaille beaucoup mon sol depuis le mois de septembre. Je rejoins la team Renaissance avec Alan Sikou comme coach, Abdel et toute l'équipe, quoi. Donc on bosse beaucoup mon sol. Et ce qui est bien avec ces mecs-là, parce qu'ils savent que mon but c'est le MMA. Donc du coup, les entraînements qu'ils me donnent ou les conseils qu'ils me donnent ou quand ils doivent donner un exercice, ils me donnent toujours la variante pour le MMA. Et grâce à eux, maintenant, là, à l'heure actuelle, j'aime le sol. J'ai plus peur de me retrouver au sol. C'était ma frustration à l'époque, quand j'ai commencé la MMA, mais lors d'aujourd'hui, j'ai plus peur de me retrouver au sol, parce que je sais plus ou moins qu'est-ce que je dois faire. Je sais comment je peux me sortir de telle et telle situation, parce que c'est des phases qu'on a répétées, qu'on a vues à l'entraînement, donc je me sens beaucoup mieux. Et tu es un bon entraîneur, Alan, c'est quand même un top en sol. Il n'y a rien à dire. Il a une très bonne pédagogie. Tout se passe vraiment bien. D'ailleurs, c'est lui qui m'a préparé pour mon dernier combat
combat en MMA que j'ai fait à l'European Beatdown. Ouais. Et c'est lui, l'équipe Renaissance qui m'ont préparé. Et franchement, tout ce qu'on a vu, c'était vraiment les situations dans lesquelles je me suis retrouvé d'ailleurs au combat. Et j'ai pu gérer mon combat très facilement et gagner vraiment haut la main grâce à tout ce qu'on avait préparé, quoi. Écoute, tu as encore un bel âge. Tu as 32? Et je viens d'avoir 33. 33. Tu as l'âge de la force. La trentaine, c'est l'âge de la force. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de chance en MMA. Et qui sait, peut-être qu'on aura des bons combats aussi qui viendra. Vite fait, très vite fait, ton combat, ton meilleur moment de combat. Franchement, je n'en ai pas un, tu vois, j'ai plusieurs très bons souvenirs. Un souvenir au hasard? Au hasard, c'était un combat que j'avais fait en Hollande avec Valon, Arman et tout ça qui m'ont accompagné. C'était le slam. Oh, oui, très bien, je me souviens bien du slam. C'était le slam. J'avais combattu au slam. J'ai eu le combat comme ça par hasard. C'était une organisation où j'ai toujours voulu boxer parce que c'était de la boxe taille pure. Et j'ai eu le combat par hasard via des contacts sur Facebook. Et Valon m'a préparé. On a fait une préparation express. On est allé au combat. Et tout s'est passé comme on l'avait prévu avec Valon. Tu vois? Et c'est ça que j'aime bien avec Valon en tant que coach et en tant qu'homme de coin. C'est que vous travaillez des choses que tu arrives à reproduire facilement. Tu vois? Ouais. Et c'est comme si tu avais juste à appuyer sur un bouton et tu arrives à le sortir. Et il te connaît par cœur. Voilà, il me connaît depuis que j'ai commencé la boxe. Même si je ne me suis pas toujours entraîné chez lui, il me connaît. Bien sûr. Donc il connaît mes faiblesses, il connaît mes forces, il sait ce que je dois faire. Et en plus, à vrai dire, maintenant entre nous, avec Valon, ce qui fait peur, c'est pas l'adversaire qui fait peur, c'est Valon qui fait peur. Parce que quand tu fais n'importe quoi, après tu vas assumer les remarques de Valon. C'est normal. C'est normal. C'est lui qui fait peur. C'est normal, il est coach. Dis-moi, combat le plus dur? Combat le plus dur, je pense que c'était face à Sayok lors du tournoi Thai Fight que j'avais fait en Thaïlande. Parce que à ce moment-là, j'étais revenu en Belgique juste avant le tournoi et je suis retourné en Thaïlande, mais ma préparation n'était pas top. Parce que j'avais trop de choses dans la tête et tout ça. Et donc franchement, je pense que j'étais à 50% le jour du combat. Et bon, j'ai tenu, j'ai fait mes rondes et tout ça, mais j'ai rien montré, je veux dire, tu vois. Ouais. J'ai rien montré d'extraordinaire et c'était frustrant. Parce que je savais que je pouvais faire mieux, mais que j'étais incapable physiquement, j'étais pas là, tu vois. Ah ouais. Superbe. Écoute, quelle aventure, quelle aventure. J'aurais voulu discuter encore plus longtemps avec toi. J'ai d'autres personnes encore, mais en tout cas, écoute, voilà. Tu as affronté plein de monde, tous ces Thaïlandais. Tu as même affronté Johan Lindon, tu as même affronté Sesurenko, même si ce sont des combats qui n'ont pas été comme toi tu le voulais, mais tu as quand même affronté plein de top. Alka, je te souhaite le meilleur, je te souhaite vraiment le meilleur. On va se voir, on va discuter, toi et moi. Et écoute, encore un grand merci et merci d'avoir partagé tout avec moi. Et on se tient au courant, Alka. Merci. Ça va? Avec plaisir. Hein. Bonjour Leila. Ciao. Ciao. Voilà. C'était Alka, notre Spartan belge. J'appelle notre Osman. Désolé, Costa. Après Osman, c'est toi. Notre Osman. Bonjour. Bonjour, monsieur Higuine. Comment tu vas? Très bien, et toi, quoi de neuf? Ça va, et bien avec toi. Tu sais que tu deviens de plus en plus jeune. Hein. Ah ben, c'est parce que j'ai des petites astuces, je m'entraîne bien. Je m'entraîne beaucoup, non, c'est pas vrai. On vieillit, ça va, ça se passe bien. Mais on devient plus beau avec l'âge. Hein. C'est ce qu'on me dit. Dis, ces époques, Family Games et tout. Incroyable. Hein. Quand je te vois, je pense encore à hier. Hein. C'est comme si c'était hier, tout ça. Ouais, de bonnes époques quand même. C'est bien amusé, on s'est bien rigolé. On a bien boxé, on l'a fait boxer, donc... Beaucoup d'histoires, beaucoup de belles choses. Osman, tu es
voilà, tout le monde te connaît, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. D'ailleurs, Sergi, il dit bonjour au passage, je vois. Tu fais quand même partie des pionniers en Belgique. Tu es un pionnier en Belgique. Tu as un, tu, moi, quand on dit Haussmann, on pense Ramon Decker, on pense Peri Ubeda, on pense Ericsson, on pense tous ces gens, même de Tchakouriki et tout, parce que tu as fait partie de ceux-là. Haussmann, aujourd'hui, il n'y en a pas un seul, même que ce soit Le Banner ou Saki ou même que Dieu ait son âme à Ramon Decker, que tous ceux qui te voyaient, ils te disaient, ils avaient tous un respect vis-à-vis de toi. Et tu es vraiment un pionnier et on est fiers parce que tu fais partie de l'histoire en Belgique, Haussmann. Et Une belle carrière, je pense. tu as fait une belle carrière et c'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on partage ça, que les gens ils sachent un peu exactement. Dis-moi d'abord où tu as commencé pour la première fois J'ai commencé le sport de 80, pied-point. ça je sais, j'ai commencé en 83 au complexe sportif de Farciennes, où j'habite toujours et j'habiterai, je pense, encore jusqu'à la fin de ma vie. J'ai commencé avec du karaté Kyokushinkai à la base en 83, mais il y avait un club de boxe thaïlandaise et le club de boxe thaïlandaise c'était Nicolas Dadario et le club de karaté c'était Nicolas Dadario. Donc quand il a vu que j'étais assez bon, donc il m'a fait participer au cours de boxe thaïlandaise. J'étais pratiquement le seul petit quoi. J'étais le seul petit à faire de la boxe thaïlandaise. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à boxer. Ça s'est bien passé, on est passé à 15 ans, je suis passé en classe 1. À l'époque, il n'y avait pas de catégorie d'âge, il n'y avait que des catégories de poids, tu sais. Il n'y avait même pas de N, C, B, tout était Il y convenu. avait des classes D, classe C, classe D, Ah ouais. classe A, mais disons que la forme n'était pas... À l'heure actuelle, les boxeurs, les combattants, surtout les enfants, je pense que c'est une bonne chose, on les protège assez bien. Pour leur avenir et pour leur carrière, pour leur santé. Ce sont des bonnes choses. Je pense qu'avec l'évolution, on est obligé de... On ne sera jamais comme les Thaïlandais. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais que la pauvreté amène beaucoup à ce que tu réussisses. Et en Thaïlande, c'est le problème un peu de la pauvreté. Donc, ils sont obligés de boxer. Et les enfants boxent pour gagner de l'argent. C'est pas dans la même mentalité qu'en Europe où tu boxes pour ton plaisir à la base, tu comprends? Ouais. Et moi, je pense que, voilà, moi j'ai boxé parce que j'avais pas beaucoup de choix. Tu sais, Farciennes à l'époque, c'était pas New York. C'est aussi la commune la plus pauvre, hein? Ouais, c'est toujours une des communes les plus pauvres, mais c'est la commune dans laquelle je me sens le mieux. J'ai déjà changé de commune, mais je suis bien dans ma commune. Et tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de là où tu viens pour pouvoir savoir là où tu vas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas qui est Silla Sportif. Moi, je le dis depuis très longtemps, cette phrase. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'avait dit avant, qui l'a dit, je veux dire. Mais tu sais que la boxe, ce n'est pas un sport facile. C'est un sport où tu dois faire énormément de sacrifices, si tu veux être en bonne santé, tu dois bien t'entraîner. Si tu veux bien t'entraîner, tu dois avoir une bonne hygiène de vie. Et voilà, moi, la boxe m'a donné tout ça. Et c'est pour ça que j'ai une bonne hygiène de vie, que j'ai bien vécu et que je profite de la vie encore. Dis-moi un peu, en France, tout le monde te connaît. Oui. Tout le monde... Je te coupe, hein, c'est parce que, à mon avis, j'ai tellement eu l'habitude qu'on me pose des questions. J'ai boxé en Thaïlande, j'ai boxé en Thaïlande. Écoute, le gars-là que j'ai boxé en Thaïlande, c'était le gars-là où il y avait Ramon Deckers, Luc Verheyen, Danny Bill, Guillaume Kerner, moi et Khaled Davy. Donc c'était pour l'anniversaire du roi en 1900. Je crois que c'était en 89 ou 90. Tu as fait partie de cette fight card. J'ai fait partie de cette fight card, donc je veux dire, c'était la Thaïlande à l'époque contre le reste du monde. Donc ils ont pris les 6 meilleurs Thaïlandais et ils ont fait boxer les 6 meilleurs mondiaux de chaque catégorie. J'ai perdu au point, mais bon... Tu as affronté un Thaï, hein? Tu te souviens encore de ce Thaï? Dis-moi. Tu te souviens encore de ce Thaï? Ouais,
c'était Sambet qui s'appelait. Sambat, voilà, sans bat qui s'appelait, son nom de combattant. Mais bon, voilà, à l'époque, tu sais, moi je venais de la Belgique, je crois que j'étais le 4e peut-être professionnel, et j'avais que 15 ans moi. Donc à l'époque, il y avait François Coromans, Raphaël Girardi, et il y avait peut-être 1 ou 2 Belges encore en classe A. Thierry avait, de chez Reggiani. Ouais, on va dire que c'était la période un petit peu avant. Ah, ok. Tu vois, et c'est des boxeurs qui n'ont pas boxé énormément, je veux dire. Allez, en Belgique, à l'époque, il y avait moi, Raphaël, François Coromans et Noël Van de Neuvel. Voilà. On était les 4 où on avait commencé à boxer un petit peu dans le monde entier. Et on va dire que je suis sorti un peu du lot parce qu'en 85, j'ai fait un combat contre Rachid El Erdemi. On l'appelait le lion parce qu'il avait des longs cheveux, il a toujours des longs cheveux. Je lui passe un bonjour si il voit cette vidéo. C'était donc j'avais 15 ans et c'était Fabrice Daniel Alouche qui faisait le speaker. Et dans cette même soirée, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Samsung qui boxait. Je me souviens très très bien. D'ailleurs, il est décédé. Hein. Samsung le boucheron. Il était connu pour ses low kicks. Ouais, il était très réputé pour ses low kicks. Et ce gars-là a vraiment lancé toute ma carrière. Parce que quand Daniel Alouche il est venu, il m'a demandé, il m'a dit comment tu t'appelles, tu sais, pour les fiches techniques. On va dire. Il m'a dit, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Osman. Et il m'a dit, t'es champion de Belgique? J'ai dit, non, je suis champion de rien du tout. Et il m'a dit, bon, on va dire que t'es champion de Belgique. Tu sais, c'était pour le public. Bien sûr. Les entraîneurs, les managers, ils savaient tous bien qui était quoi. Et il m'a dit, t'as quel âge? Je dis, bah, j'ai 15 ans et demi. Bon, on va dire que t'as 17 quand même. Donc imagine, tu vois. À l'époque, voilà. C'est incroyable ça, à 15 ans, 16 ans. J'ai boxé des champions, avec certains, ben, j'ai gagné, d'autres que j'ai perdu. Mais voilà, ce combat-là a lancé toute ma carrière. Il y avait Stéphanie Kiema qui boxait dans la même soirée. Il y avait d'autres combattants. Et tout ça a fait que ben, Osman est devenu, entre guillemets, un des meilleurs boxeurs du moment. Et c'est à ça que je veux revenir. En France, tu étais très connu en France. Que ce soit en full contact, que ce soit en règle de kickboxing, et puis même boxe thaï, tu as affronté les meilleurs là-bas. Qui ne te connaît pas en France, quoi? Et je pense que le fait, tu sais, Gökhan, je pense que ma force, c'est que j'ai tout le temps gardé ma place. Je suis resté humble. Moi, tu sais, je suis un bon vivant, j'aime pas être triste. C'est un truc que je déteste. Moi, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime être... j'aime les gens, donc j'aime les gens, j'ai le contact facile. Et quand tu as le contact facile, ben, tu es apprécié par les personnes. Et je pense que ça a joué en plus dans ma carrière. Et j'ai boxé en taille, en kick, en full. Écoute, j'ai boxé tous les pays d'Europe, je les ai fait, toutes les grosses capitales. Qu'est-ce que tu préférais plus? Le full, le kick le kick à l'époque, c'était avec les mousses aux pieds. Ouais, c'était les mousses avec les cheveux. Les kicks ou tu préférais taille? C'était quoi à ces moments-là? Moi, je préférais la taille. La taille, ça a été tout le temps ma préférence. Mais bon, voilà, moi, je boxais. Tu sais, Gökhan, fils de mineur, t'as pas beaucoup... mon père est venu en Belgique pour travailler. Il n'a pas beaucoup les moyens. Donc, tu sais... voilà, il fallait boxer pour gagner de l'argent et c'est la solution que j'ai trouvée. Tu sais, on boxe pour le plaisir et après on change, on boxe pour l'argent aussi. Le plaisir, il vient au deuxième point parce que c'est ton métier et tu n'as pas le choix. Ou tu fais ça correctement pour gagner ta vie, ou alors, et puis je pense que je suis un des seuls boxeurs, entre guillemets, qui a vraiment bien gagné sa vie, mais regarde que des fois, je boxais le samedi et la semaine d'après, je boxais le samedi d'après, tu comprends? À l'époque, c'était comme ça. 3 semaines, 4 semaines d'affilée des combats. Mais bon, la paludien était trop facile. Osman, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais tous ceux qui te connaissent le savent. Tu as fait quand même partie aussi des premiers K1, tu as boxé en Suisse dans un des plus gros événements aussi. Ouais, j'ai boxé... paix à son âme, ils sont morts maintenant. Il y avait un Diu
Il y avait un dieu qui était le tête qui avait d'affiche. boxé, qui avait boxé Hurricane, et moi j'ai boxé dans la même soirée contre Gilbert Balantine. Et Gilbert Balantine, je te le promets, je veux dire, il y avait Raman Decker. On doit le rappeler, Gilbert c'était quelqu'un de Tchakouriki, un des meilleurs combattants du mais, Tchakouriki. mais pour moi, Gilbert Balantine, à l'époque, c'était ma star préférée. J'aimais bien son attitude et tout, tu vois. Il venait du karaté, il était propre, technique. Je l'ai boxé, c'était mon idole. À mon avis, j'étais trop gentil. Tu sais, quand tu boxes ton idole, t'es pas la même chose que quand tu boxes un mec que tu dis, bah lui, il faut que je le frappe vraiment. Bah, quand il y a trop de respect, ben, ça va pas. Donc j'ai perdu, mais franchement, bah voilà, j'ai boxé dans des soirées où à l'heure actuelle, tu vas dire c'est l'UFC, quoi, tu comprends, ou le Bien K1, sûr, ou le à ces époques-là, c'était gros le K1. tu boxes dans des soirées où à l'heure actuelle, bah, et la différence maintenant, c'est que tout le monde a quand même, ben voilà, il y a tous les médias qui sont là maintenant, que dans le temps on n'avait pas. Nous, il n'y avait que Karaté Bushido. Ça, Tu c'est voulais vrai. connaître quelqu'un, c'est par Karaté Bushido. Et tu sais, moi à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, je les achetais pas tout le temps. Pour arriver à une anecdote, un jour je boxe un boxeur d'Allemagne qui s'appelle Thomas Saylor. Il avait été champion olympique de boxe anglaise. Et je devais le boxer à Berlin pour un championnat d'Europe. À l'époque, tu n'y allais pas en avion, hein. Tu y allais en voiture. Il y avait 1200 km. Donc on s'est tapé les 1200 km. La veille, je suis arrivé à Berlin. Je boxe contre Thomas Saylor. Et c'est après que je le fais. Tu sais, c'est Raphaël qui me le raconte. Après, Raphaël Gérardi, il y en a beaucoup qui le connaissent aussi. Après quand je suis revenu du combat, je l'ai pas mis KO. Il a abandonné au 3e round. Donc j'avais vraiment gagné le combat haut la main et tout. Et puis j'arrive à la salle le lundi, je vois Raphaël, il m'a dit, alors qu'est-ce que t'as fait? Je dis, ben, j'ai gagné par abandon. Il m'a dit, mais tu savais qu'il était vraiment très fort, je n'osais pas te le dire. Et moi je lui dis, ça va, Rafa, arrête. Et le mec, ben voilà, je l'ai battu et c'était une star. Et je boxais des stars sans savoir, quoi. Dis-moi, Ramon Decker était de ton époque. De mon époque. Comment ça se fait que jamais il y a jamais eu ce combat-là? Parce que c'était de ton époque et Ramon affrontait aussi quand même le meilleur belge ou le meilleur français. Je pense que le problème, c'était les organisateurs. Je pense que Fred Royer avait mis un petit. Je vais pas te le dire. Il y a Fred Royer, on lui avait demandé à un moment quel était le combat qu'il voulait voir dans l'année. Et je pense que lui avait parlé de moi et de Ramon Deckers. Mais Ramon Deckers, à un moment, il est monté trop en catégorie. Et que moi, au maximum que je faisais, sans faire régime, rien du tout, c'était 63 kilos. Et boxer un mec comme Ramon à 66, 67 kilos, c'était impossible. Et j'en ai déjà boxé. Mais bon, à un moment, voilà, tu dis... Attends, Osman, attends. Ça va se couper Instagram. Je te rappelle dans une seconde, dans une seconde. C'est parce que le Instagram, quand on fait 1 heure pile, il s'annule. Donc, tu revenais à Fred Royers. Donc, je revenais à Fred Royers. Et Fred Royers, on lui a demandé quel est le combattant qu'il aurait aimé voir dans l'année. Et quel est le combat qu'il aurait aimé voir dans l'année. Et lui avait cité, j'aimerais bien voir le combat entre Osman et Ramon Deckers. Mais voilà, quoi. Donc, ouais, c'est un peu dommage que personne a fait ce combat-là. Puis, je devais boxer Dida. Et je pense qu'il y a eu un problème avec mon ancien manager. C'est moi qui devais boxer Dida Diafa. Et puis, il a changé de combattant au dernier moment. Tu sais, il y a tout le temps des petits soucis entre Bien sûr. managers. Parce que c'est tous des gens de ton époque, hein, Osman. Hein. C'était vraiment tous des gens de ton époque. Et ne pas affronter Osman non plus à cette époque-là, c'était pas possible. Non. Tu étais le nom aussi parmi ceux-là. Tu sais, en plus de Belgique, j'étais le seul. J'ai fait vraiment le tour du monde. J'ai boxé en Guadeloupe. Au Japon aussi. Au Japon, j'ai boxé 2 fois au Japon, j'ai boxé Kazakhstan, Kirghizistan, pas Kazakhstan, Kirghizistan, j'ai boxé en Biélorussie, j'ai boxé, écoute, une autre anecdote, en Biélorussie, j'ai boxé devant Loukachenko. Loukachenko, c'est le dernier dictateur des pays de l'Est. Donc ça veut dire que c'est comme si tu avais, quand toi tu boxes, le roi avec ses ministres qui vient voir un gala de
boxe thaïlandaise. Donc, j'ai boxé vraiment dans des gros événements où la nouvelle génération actuelle aussi, comme Yohan Lidon, Fabio Pinca, Farid Kider, c'est des gars qui ont boxé dans les mêmes soirées que moi. Mais bon, moi je commençais à attraper de l'âge. Eux, ils étaient les plus jeunes qui montaient. Bah bien sûr, c'est comme ça, de toute manière, à un moment, le vieux lion doit laisser la place aux jeunes lions. Explique-moi, comme on a parlé de Gilbert Ballantyne et on a parlé un peu de tous ces noms, tu as affronté Rickson. Ouais, j'ai boxé. Je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était début 2000 ou fin 2000, je sais plus. Ouais, je crois que ça doit être ça, mais je l'avais battu. Hein. Explique-moi, ils t'ont volé. Bah ouais, parce qu'il y avait eu un problème avec le combat avant. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein, qu'il y avait eu des paris et tout. Comme il y avait eu une mauvaise contestation sur un combat, ben, ils ont dû me faire perdre, je pense, pour équilibrer la bourse, on va dire. Mais en réalité, je pense que j'avais gagné ce combat-là. Tu étais là, donc tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, écoute, j'étais un peu plus jeune, je regardais le combat. Moi, je voyais un beau combat. Peut-être qu'à ce moment-là, je vivais différemment le combat. Le pointage, peut-être je vivais différemment. J'étais vraiment encore un peu plus jeune. Mais tu avais fait un super beau combat à ce moment-là. Et quand tu avais perdu, on était tous un peu étonnés. On se disait, en plus, il est de chez nous. Mais bon, c'est comme ça, tu sais, la boxe. Mais ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai été volé quand je boxais à l'étranger, mais je me suis fait voler quand je boxais en Belgique aussi. Ouais, c'est ça, c'est triste. Hein. C'est triste. Je pense qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont frustrés, tu sais, à cause des décisions qui sont pas correctes et tout. Et moi, j'estime que quand on les juge et arbitre, c'est pour ça que quand avec Raphaël, on en discute, un juge et un arbitre, c'est la première personne qui doit être vraiment stricte. Il ne doit pas penser à dire c'est mon pote ou c'est mon ami. Ça, c'est vrai. Sérieusement, il doit dire voilà, le meilleur gagne. Et en Belgique, on rencontre encore ce genre de choses. Et je pense que c'est important. Un peu moins maintenant, mais je pense que c'est important. Je veux dire, moi en tant que boxeur, tu sais, si je sais que j'ai perdu et qu'on m'a donné une victoire, ben, je ne vais pas en être fier. Et je pense que je ne vais même pas en parler. Ouais. Je préfère une belle défaite qu'une mauvaise victoire. As-tu déjà affronté Noël Van de Neuvel? Ouais, on a combattu 3 fois. Mais j'ai 2-1. Ah, 2-1, ok. Ouais, mais on en parle souvent, donc c'est pour ça que j'en rigole. Moi, j'ai 2 et toi, t'as 1. Donc, non, c'est un boxeur vraiment gentil. Ah, j'aime bien Noël Van de Neuvel. La boxe, ce qui est bizarre, c'est que Noël et moi, on s'est frappé dessus. Et on ne s'est pas frappé une fois, on s'est frappé 3 fois quand même. Et lui, il avait Ramon Decker comme sparring souvent, ouais, hein, parce qu'il s'entraîne avec eux. Moi, j'avais Raphaël Girardi et puis Francesco à l'époque et pas grand-chose. J'avais que mes deux potes là. Mais je veux dire, tu sais, le truc qui est bien dans la boxe, c'est que ces gars sont devenus des amis. Tous ceux que j'ai boxés, sérieusement, j'ai Carlo Barbuto qui habite en Italie à Turin, qui organise le Yakao à Turin, je ne sais pas si tu vois. Ben, chaque année, je vois bien Barbuto. Chaque année, quand il organise, la première chose qu'il me sonne, il me dit tu viens à la maison dormir et comme ça tu me donnes un coup de main pour mon gala. Il n'a pas besoin de moi, c'est juste parce qu'on est devenus amis. Je veux dire, Stéphane Cabrera, qui est président de la WKN, on lui dit bonjour s'il nous regarde. Ouais, je pense qu'il va sûrement regarder cette vidéo. On va lui faire un petit coucou. Et je l'aurai aussi bientôt en live. C'est un mec, c'est pas juste une relation de boxe, c'est vraiment mon frère, cette personne Cabrera. C'est de ma famille pour moi. Tu comprends? Je veux dire, la boxe, c'est quand même des choses où tu vois des gens vrais. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont pas tout le temps justes, mais tu vois énormément de gens vrais. Tiens, dis bonjour à mon chat. Dis Osman, voilà. Osman, un dernier petit truc. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout le monde va toujours faire des sparring en Hollande ou des choses comme ça. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'aller au Tchakouriki, par exemple, faire du sparring? T'as déjà vécu quelque chose comme ça? Gökhan, à part partir en Thaïlande m'entraîner, j'ai pas bougé dans beaucoup de salles et tu le sais, avec des combattants, j'ai Lello qui est un bon combattant, bien sûr. Alan Ziki, Nordin Seydan. À l'heure actuelle, j'ai quand même
Allez, j'ai Gaetano Pirello qui fait du MMA, qui fait de la boxe thaïlandaise. J'ai Hugo Huet, que son père s'occupe énormément de lui, mais qui est chez nous à la salle. Moi, personnellement, je n'ai pas fait beaucoup de salles. Voilà, la seule personne chez qui j'ai été, c'est chez André Reggiani. Et là, tu allais déjà, quand tu étais 14 ans, tu allais bien avant. Ouais, Parce que moi, j'ai commencé tard là-bas. Ça se passe comme ça. J'ai mon entraîneur un jour, il me dit écoute, j'arrête la salle. Il avait ouvert une société de construction qui était énorme. Il me payait mon petit Nicolas Daddario, je le remercierai. Et puis, c'est un peu grâce à lui si je suis arrivé là. Il m'avait payé mon ticket, il me payait mes tickets de train pour que j'aille m'entraîner. Mais à 13-14 ans, tu dois aller à l'école et puis je devais prendre le bus de Farciennes à Charleroi. De Charleroi, je prenais le train pour aller m'entraîner à Etterbeek. Puis je devais reprendre, lui, il me redéposait à la gare pour que je reprenne le train. J'arrivais à la maison, il était minuit et puis je lui ai dit non. Et c'est de ce fait-là que je suis resté chez Christian Daddario et puis j'ai ouvert ma salle. Et le jour où je l'ai quitté, je ne l'ai pas quitté pour aller chez quelqu'un. Je l'ai quitté pour ouvrir ta propre salle. Ça, c'est je venais m'entraîner chez Chian pour ma préparation personnelle. Et là, tu avais les sparring qu'il te fallait, tu avais tout ce qu'il te fallait. Parce que lui, il attirait déjà tous ces Hollandais, Flamands, tous ces grands. Tu sais, quand je donnais cours et que je m'entraînais dans ma salle, c'était pas la même chose que la Panthère est là. Quand je m'entraînais dans ma salle, c'était pas... comment t'expliquer? C'est pas encore la même chose. Tu sais, j'avais ouvert ma salle, je me retrouvais tout seul. J'ai eu Laurent Périquet, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens très très bien, Laurent Périquet. J'ai boxé dans un même gala que lui à Blackenberg une fois. Et puis il a boxé des stars. Il a boxé Diego Trago, il a boxé Vesilik, il a boxé Alvira Lima, il a boxé Ryan Simpson. Bien il sûr. a boxé tout. Je veux dire, j'ai eu des combattants qui ont boxé vraiment tout le monde aussi, tu comprends? Je pense que les organisateurs connaissaient ma mentalité. C'est que quand je boxais, ils savaient bien que j'allais pas lâcher le morceau. Même si j'avais pas envie de boxer, ils savaient bien que j'allais faire le combat, tu comprends? Je veux dire, voilà. Et de ce fait d'avoir une réputation pareille, ça s'est enchaîné chez les autres. Voilà, le nom a fait que ils en ont profité, je boxais en même temps et je les faisais boxer dans les mêmes soirées que moi. Et j'organisais en même temps. Donc je boxais, j'organisais et je faisais boxer mes boxeurs dans mes organisations. Voilà. Osman. Ouais, on pourrait en parler des heures, je pense. Ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec toi. Ouais, j'espère qu'on en a partagé un peu avec tout le monde. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup entendu un peu, beaucoup plus sur toi. Ceux dans ton entourage, ils te connaissent tous. Fidancığım, seni çok öpüyorum. Seni de alacağım yakında en live. Fidan aussi, je vais le prendre bientôt en live. Ouais, t'as raison. Osman, je t'embrasse très très fort, Osman. Je vais prendre Costa maintenant. Ouais, on se voit bientôt, mon ami. Je t'embrasse, je t'appelle. Écoute, je te souhaite une bonne réussite avec tes émissions. C'est gentil. Je pense que tu fais bien ça et bonjour à tout le monde et protégez-vous avec le Covid-19. C'est gentil. Toi aussi, prends soin de toi, Osman. Toi aussi, prends soin de toi, Osman. Et on va vite se voir. Bonjour à Costa parce que je pense que c'est lui que tu vas prendre juste après. Juste après, je prends Costa. Costa, on va écouter ce que tu en dis. On va découvrir Costa, qui faisait aussi partie de la scène belge, qui a quitté. Je t'embrasse tout le monde. Allez. Je t'embrasse, Osman. Je te rappellerai, Osman. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà. Alors, on va prendre Costa maintenant. Costa, c'est grâce à moi qu'il a découvert Instagram. Costa, je t'appelle, mais il faut que tu décroches. Là, je te rappelle. Costa, ous. Je ne te vois pas. Moi, je te vois. Ouais, tu me vois? Ouais, je te vois. Ah, moi, je ne me vois pas à moi. Eh ben, c'est pas grave. Je te vois. Laisse comme ça. Voilà, la caméra comme ça, elle est parfaite. Parfait. Comment tu vas, Costa?
Ça va bien, je suis ici en Espagne. Voilà, comme ça, tu es parfait. Voilà, parfait. Moi, au moins, j'étais. Après, on remettra encore sur Ça YouTube. commence à beaucoup, mais bon, Après, tu verras sur YouTube le lien. Comment tu vas, Costa? ça va, ça va. Ça va, Alors, en effet. Costa, moi, je te connais. En Belgique, Ben, les anciens te connaissent aussi. Peut-être les nouveaux ne te connaissent pas. Ils vont apprendre aussi à te connaître. Costa, tu es un ancien combattant boxe thaï. Aujourd'hui, tu entraînes. Tu es entraîneur. Tu as fait partie d'une équipe. Tu as fait partie du Regeni Gym, du club que moi aussi je me suis entraîné. Tu étais là avant moi, bien sûr. Tu as fait partie d'une équipe d'élite qui avait là aussi à l'époque. Tu as boxé beaucoup de personnes en national et en international. oui. Et puis tu as quitté, tu es parti en Espagne. Tu es parti en Espagne. Dis-moi une fois un peu, quand tu as découvert la première fois la boxe thaï en Belgique? Ben, écoute, la boxe thaï, j'ai découvert via mon oncle qui connaissait André, Rijani. C'était des amis, quoi. Et André, quand j'avais, je vais avoir 13 ans, 14 ans, bon, dans ma salle, moi je m'intéressais vraiment pas à la boxe thaï, je jouais bien le football, dans le quartier, avec des amis. Et puis à 15 ans, j'étais à sa salle, et au mois d'octobre, en 1989, et en 4 mois après, j'ai fait mon premier combat. Et j'entraînais une fois par semaine, parce qu'en fait, j'étudiais à Bruxelles, à Jodogne. Mhm. Euh, et je revenais seulement les bons. Donc on entraînait beaucoup. Et après, on a commencé à entraîner les samedis avec Thierry Bernard, François Coromans. Et puis quand quand j'ai arrêté mes études, quand j'étais à Bruxelles, je pouvais aller souvent. Et voilà, on entraînait pas. Alors à Et là, l'époque, j'ai connu Osman, il y a eu Osman aussi qui est venu. Il y a eu Afrim, là, il y a eu une bonne équipe aussi. Et voilà. alors toi quand tu as commencé chez Reggiani, chez André Reggiani, il y avait une élite incroyable à ce moment-là. T'avais Ouais, ouais. Thierry. Il y avait à l'époque, avant moi, il y avait encore des dieux. Ben C'était vraiment. ça j'ai un peu oublié ça. Toi, tu as dû connaître les anciens qui partaient. Oui, quand je suis rentré, ceux-là, ils ne venaient plus. Ils n'étaient Ouais. plus là, mais c'était des dieux. Et vraiment, c'était une bonne école. La mentalité qu'il y avait, c'était entraînement dur et il n'y avait pas de secret, il n'y avait pas autre chose. Tu C'était un, t'entraînes dur. c'était un peu à l'époque de cette petite Hollande, de cette petite Voilà. Hollande de Tomaring Tchakouriki, mais qui se trouvait dans Bruxelles. À Bruxelles. Il y avait très peu de clubs à Bruxelles de boxe thaï. C'était un des seuls où on entraînait. D'ailleurs, on avait la réputation de fou, là, André, parce qu'on entraînait tellement dur que voilà. Mais bon, après, tu te sentais bien. Et dis-moi, tu te souviens de ton premier combat? Oui, C'était contre qui? C'est lequel? ça m'a pas les niveaux, que je salue, le Charleroi. Et Osman était au coin. Donc, moi, c'était mon premier combat. Et c'était mon premier combat. Et alors, moi, je m'étais entraîné 16 fois. Et ce jour-là, il n'y avait pas de combat pour moi. Il y avait François Conti pour le porter, il y avait Thierry Bernard pour rien. Et puis, on m'appelle, il me dit, bon, voilà, maintenant, il y a un gars pour toi, 57 kilos, moi, je faisais 55 kilos à l'époque. Ouais. Il y a 4 combats. Et je dis, voilà, pas de problème, ben, je suis venu pour ça. Et voilà, on a boxé, match nul pour mon premier combat. J'étais mort, crevé, je voulais faire arrêt. C'était cette expérience-là que je me dis, le coup de Kong, c'est pourtant. Mais ça, c'était une belle expérience. Premier combat. Alors, après, tu enchaînes plein de combats. En B, tu affrontes aussi des combattants qui sont plus tard aussi devenus classe A, comme par exemple, il y avait Fidan, Là, il y avait, très il fort. y avait Ugel Fidan, que je me souviens bien de ce combat. Si tu peux un peu encore en expliquer un peu comment c'était ce moment-là. La sume de l'épreuve, c'est toujours à la tête. Et
ne touche pas. J'ai eu la chance, il ne m'a pas bien. Mais bon, on a bien boxé. Il était dur, l'école hollandaise. Vraiment, je ne sais pas s'il faisait plus que moi, mais je le voyais déjà comme ça. Et voilà, j'ai gagné au point. C'était un combat très dur. Donc, en classe B, tu as enchaîné plein de combats comme ça. Ton... Hein? Pas mal de combats en classe B aussi. Et alors, ton premier classe A, tu te souviens? Oui, c'était en Anvers, contre Ben Acker. Il a entraîné avec toute la bande, Noël Van den Heuvel, Wolf Dogshim, André Masseur. Ah ouais, André Masseur. Oui, c'était toute une équipe aussi. Hein. Moi, à cette époque-là, il y en a beaucoup qui étaient partis de chez Rijali. Et il y avait Eric qui ne venait pas souvent. Mais bon, on faisait avec ce qu'on pouvait. Hein. On allait le matin, l'après-midi, et voilà. C'était match nul. Ils m'ont donné 7 ans alors que j'avais gagné. Et j'ai pris des jambes. Hein. Ça a marché, lui. Et après, on a fait une revanche. Et là, il m'a. Je gagne les 3 premiers rounds. Et on a enchaîné au 4e. Peut-être. Bon, il n'est pas sûr, mais un peu confiant. Et il met droit, quoi. Quel était ton combat le plus dur à ces époques-là en Belgique, Costa? J'ai quand même eu Paris chez les Bourgeois. Ouais. Lui, c'était un combat. Il avait une très bonne anglaise, frappait dur, fort, vraiment fort. J'ai eu beaucoup de combats très durs. Que tu sens les coups que tu dis, tu aimes bien. Parce que ce sport-là, si tu n'aimes pas recevoir, c'est vrai, c'est vrai. Et dis-moi, quand tu parles d'anglaise, il y a un moment ou l'autre, tu t'es aussi dit, il faut que je m'améliore en anglaise. Comment a été ce passage? Puis après, tu te préparais un combat quand tu t'es préparé en anglaise aussi. Tu peux un peu expliquer aussi ce moment-là? En fait, avec André, il m'a proposé d'aller chez Noël, Van den Heuvel. Et puis j'allais m'entraîner une fois par semaine. Et j'ai vraiment amélioré mon anglaise. Mais c'était vraiment pour moi. Donc ça, c'est la où j'étais assez fort en tout. Mais je voulais être plus complet. J'aime bien boxer complet. Autant en anglais qu'au genou, jambes, donc au bouche. Et voilà, ben, j'allais chez Osman aussi, sur le roi que je salue. Osman. J'allais m'entraîner, il avait une petite équipe aussi, il y avait Laurent, il y avait Ali, et puis les autres jours, j'entraînais chez Noël, bien à Bruxelles, c'était un peu voyage. Et tu as fait beaucoup de combats en international aussi, tu as beaucoup boxé aussi en France, Thaïlande. En Thaïlande, tu as boxé aussi dans un événement très important aussi là-bas? En Allemagne, c'était un gros événement aussi, à l'époque. Hein. Ouais. Mais c'était impressionnant. En Thaïlande, c'était quoi en Thaïlande? Tu avais boxé? Channel 7, exact. J'ai entraîné chez le directeur de Channel 7. Et bon, je te dis que c'est un autre monde dans la Thaïlande. Tu vois des choses différentes. Les techniques, les détails que tu c'est ce qui me. Et alors, dis-moi, quand aux époques d'avant, on partait souvent, vous alliez déjà avant, bien sûr. Moi, j'ai découvert ça après, puisque je suis arrivé tard chez Reggiani. Vous alliez au Tchakouriki souvent mettre les gants là-bas, vous faisiez du sparring là-bas, partiez aussi avec mon grand frère Racim. Comment c'était au Tchakouriki quand tu allais là-bas? Moi, je me rappelle, j'ai été une fois avec vous. Tu arrives là et ils nous regardent un peu qui c'est ces gens là-bas. Voilà, nous vient de Bruxelles, qui tiennent les tours. Donc, on demandait après M. Tomari.
famille. Et voilà, quoi. Donc, on en est là. Et il voulait, franchement, la première fois, il voulait une café. Explique ces premières fois quand vous alliez là-bas, la toute première fois. Il y avait, bon, il y avait d'autres. Il y avait Eric. Bon, Erickson n'a pas entraîné avec nous, mais il faisait des paroles parce qu'il se préparait pour un gala. Et on entraînait avec nous. Et ils y allaient, quoi. Mais bon, entre eux, ils allaient relax, tu vois. Bien sûr. D'abord, ils ont pas pu. Ils ont même dit, même après, Thomas a dit à Valentin, ils ont. Bah oui, c'est la mentalité. C'était vraiment à la bûcheron, hein. Vraiment, même chez Reggiani, moi je me rappelle ces entraînements à la dure, à la dure, à la dure. Moi, quand je t'arrivais là un peu plus jeune, quand je vous voyais vous en sparring, que je voyais les Flamands qui venaient ou parfois les Hollandais qui venaient, parce que on a eu Peter Hars et encore d'autres combattants qui ont aussi descendu à la Sala à ces époques-là, quand ils étaient encore en pleine croissance en K1. Donc c'était vraiment à la dure et on était un peu comme la même école que Chakuriki. Je pense qu'on pouvait en être fier d'avoir eu ce moment-là, à cette époque-là. Peter est venu, il nous a donné des petits trucs, et c'était une bonne expérience. Il était à l'époque déjà, il était champion du monde et il était assez fort. Je crois que même à l'époque, je ne faisais pas autant, franchement. J'étais peut-être à 90 kilos, 90 kilos. Il a commencé à prendre plus de poids, mais il était très fort, très fort. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es en Espagne? Oui. Tu es devenu entraîneur, tu entraînes depuis longtemps, tu as ton club. Comment ça se passe un peu? Il y a les combattants qui montent bien en Espagne? Ça va. Le problème en Espagne, c'est que il y a trop de fédérations. Il y a 6-7 fédérations dans un même pays. Et puis dans la province où je suis, dans Barcelone, dans la aussi, en Catalogne, pas mal de fédérations. C'est très difficile pour les filles. C'est vrai, hein. Ouais. Tu regrettes pas la Belgique? Si, je regrette pour des moments. Bon, j'ai toujours ma maman qui habite là-bas, à Bruxelles. Donc. Tu viens de temps en temps? Là, c'est ma route qui est là. Mais où je suis, je ne regrette pas le plus. Ça, c'est vrai aussi. Tu es au chaud, tu as la chaleur. J'ai lu le livre. Et tu vois. Costa, franchement, Costa, ces époques-là, je sais, pour différentes raisons, tu es parti, ces moments-là, mais je suis quasi sûr que si tu étais encore en Belgique, je suis quasi sûr que tu aurais été encore dans les grandes affiches, même en Hollande ou en Belgique, n'importe où, à du 1000%, je l'aurais dit. Mais voilà, tu es parti en Espagne, tu es parti là-bas, une autre aventure a commencé pour toi, mais et tout ça restera en souvenir, tout ça. Ben oui, c'est ça, il faut garder. C'est vrai que j'aurais peut-être pu aller beaucoup plus loin dans ma carrière, mais bon, je ne regrette pas. Je sais que je sais pas dire, le combat était dur, avec de bonnes expériences, et puis comme dit Osman, tu as des bonnes relations après, donc avec les boxeurs, et c'est ça la boxe. C'est des amis, tu vois, donc pas mal quoi. Costa, ça m'a fait plaisir de t'entendre. Ça m'a fait plaisir que tu as partagé avec nous un peu ce moment-là et qu'on a partagé comme ça au moins tout le monde pouvait aussi découvrir. Je suis quasi sûr on a encore beaucoup de choses à se dire. Mais bientôt on fera une émission avec toi, moi, Osman, avec quelques-uns encore. On fera une émission à part et on essaiera d'échanger quelques mots et peut-être même parler un peu du pied-point en Belgique, un peu le pied-point mondial, un peu la Belgique, comment elle a monté, comment elle a fait. Je compte faire cette émission avec Osman, toi et encore un ou deux. Et on va partager et on va laisser les autres entendre de vous tous ces moments et ces expériences et votre vision de vue actuellement. Super, super, avec plaisir. Costa, je t'embrasse très très fort. Un grand merci encore et au plaisir de te voir. Et on reste en contact. Avec plaisir, Rousse, mon frère. Prends soin de toi, Costa. Un grand merci encore. Merci. Ciao, ciao, ciao. Voilà, c'était Costa. Un grand merci, les gars.
Je remercie Amal, je remercie Alka, je remercie Osman. Merci Costa aussi. On est resté encore long. Je vous embrasse tous très très fort.